Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Lost. Ça a été quoi le déclic pour écrire, pour écrire ce livre? Comment vous en êtes venu qui a décidé, qui a entraîné l'autre? C'est lui, tout est de sa faute. Alors, comme Marielle travaille sur le non-verbal et que les auditeurs et les auditrices ne le verront pas, bien sûr, on vient de se regarder avec Marielle en souriant. Non, mais d'abord, il y a des envies de travailler ensemble, clairement. Et puis, c'est vrai que c'était Arnaud, c'était il y a 2 ans à peu près. On était en train de travailler sur un autre ouvrage ensemble. Et Arnaud me parle de la tournée de Mylène Farmer, qu'il va y assister. Et j'ai toujours su qu'il était fan. Et quand il m'a dit ça ne dirait pas qu'on écrive un livre là-dessus, je me dis c'est super parce qu'en fait, ça répond à plusieurs choses. D'abord, ça répond à une envie de travailler évidemment avec Arnaud, et puis ça a répondu pour moi aussi bien une histoire d'amitié, quoi. Quand vous avez un ami qui est passionné par quelque chose, c'est quand même bien de pouvoir le suivre, de comprendre d'où ça vient. Et donc je suis rentrée avec moi pour le coup un regard naïf, alors que lui avait un regard d'expert, on va dire, en tant que fan là-dessus. Et en fait, je trouve que c'était bien de croiser aussi les deux regards. Voilà, d'être une fan, être fan de la première heure comme peut l'être Arnaud, et puis être... Bon, finalement, je me suis laissée évidemment prise en relais, je sais pas comment le dire là-dedans, et c'était super de découvrir, voilà. Et finalement, d'avoir un fan de long terme, et puis une nouvelle fan qui découvre. Parce que pour le coup, les moments de vie où on s'est vécu, ce ne sont pas les mêmes, et ça ne résonne pas de la même façon. Voilà, chez Arnaud, et on le voit dans le profil des personnes interrogées, certains, ça remonte à l'adolescence, ça les a suivis, ça les a construits toute leur vie, et puis d'autres, c'était quelque chose qui est apparu un peu plus tard. Donc c'est intéressant de voir que, quel que soit le moment, à un moment donné, ça a fait déclic. J'ai une journaliste qui me racontait, après en off, à quel point elle était allée au concert, et que là, tout d'un coup, au concert, elle a eu ce que Freud appellerait le sentiment océanique. C'est-à-dire cette espèce de vague qui vous emporte en vous disant oh, mais enfin voilà quoi, comment quelqu'un peut arriver à produire un tel élan, quoi, une telle force, etc. Et qui pour le coup me disait j'ai basculé dans son univers quand je suis allée la voir en concert. Alors certains c'est en allant au concert, d'autres nous disent que c'est en écoutant les textes, qui trouvent d'ailleurs que c'est plus une poétesse, enfin, qui aime d'abord sa poésie avant d'aimer peut-être plus la musique, qui sont d'abord sensibles à ça. Donc d'une manière ou d'une autre, on s'aperçoit qu'il y a plein de façons de rentrer dans l'univers de Mylène Farmer, et que voilà, ça correspond à des moments de vie, et ça vient faire des clics à ce moment-là. Elle a tout dit. Parfait. Et est-ce que vous avez eu peur du livre de fan? C'est une question qu'on s'est posée. Ouais. Alors, c'est une question qu'on s'est posée... D'abord, c'est une question qu'on nous a posée. En disant, bon Arnaud, t'es gentil, mais tu vas forcément dire que c'est la plus grande chanteuse, la meilleure chanteuse, qu'il n'y a qu'elle, que toutes les personnes qui n'aiment pas Mylène Farmer mériteraient d'être brûlées vifs. Ce que je pense, évidemment. Donc, Marielle était mon garde-fou à cet égard. Et Marielle elle-même me disait, écoute... moi, j'ai pas envie de faire l'éloge de Mylène Farmer, j'ai pas envie de faire un livre de biographie sur Mylène Farmer. C'est pas ça notre travail. Donc on n'est pas ni des biographes, ni des romanciers, on n'est pas payé par la maison de disques de Mylène Farmer pour le faire. Donc on n'avait pas d'intérêt intellectuel à le faire, donc nos craintes se sont très vite dissipées. Je t'ai soumis quelques analyses qui t'ont pas semblé non plus débordantes d'émotions. On a très vite confronté les entretiens avec les statistiques avec la revue de la littérature, et donc ça a fait, c'est vrai, assez retomber le livre du côté de quelque chose de descriptif, de rationnel, d'une tentative d'objectivation, qui nous a prémunis, je crois, du dérapage d'un livre de fan qui ne serait que dithyrambique. Mais, ouais, et puis pour compléter, je crois que dès le départ, quand même, on a eu ce souci. D'abord, il y avait une vraie bienveillance de notre part, et ça, c'est important quand même de le dire. Il y avait vraiment moi je dirais, ce souci aussi de déconstruire qu'est-ce que c'est que d'être fan. On imagine toujours que le fan, on a cette espèce de stéréotype
comme on avait pu le voir avec la Bruelle Mania, rappelez-vous, de personnes hystériques qui hurlent, qui crient, qui tombent dans les pommes, etc. Et c'est un cliché qui a quand même la peau dure et qui se poursuit, et qui font passer les gens qui sont fans pour des gens absolument pas sérieux, complètement, qui seraient que dans un rapport totalement irrationnel avec l'objet de leur passion. Voilà. Et on avait vraiment ce souci, au contraire, en s'intéressant à l'univers de Mylène Farmer, de s'intéresser vraiment aussi, enfin quand on vous disait parler des profils des fans, c'était vraiment comprendre qui c'est, déconstruire cette image, complètement, voilà, quand même erronée, il faut le dire. On a pu voir qu'il y avait beaucoup de pratiques, de créativité derrière. Au contraire, ils étaient capables d'expliquer que ils étaient capables d'être critiques, de dire qu'ils ont préféré un album à un autre, qu'à un moment donné ils ont un peu lâché, et qu'ils y sont revenus. Enfin, il n'y a pas du tout, forcément, il y a toute une distanciation. Et c'est étonnant de voir comment, au contraire, dans notre société, on fait durer ça. Et là, je me demande, moi c'est une question un peu naïve peut-être, mais que je me pose encore, c'est est-ce que là encore, est-ce qu'être fan, c'est pas une affaire de classe populaire ? Et donc, pour une fois, est-ce qu'encore une fois, on ne retrouverait pas un stigmate de la classe populaire qui serait une classe irrationnelle, finalement, qui ne serait pas dans une capacité d'être dans un rapport, je le redis, créatif, fin, avec les choses qu'ils aiment. Voilà. Pas plus tard qu'aujourd'hui, tu faisais un interview sur les drag queens, et on voyait qu'il y avait un détournement pareil de culture populaire. Les questions se posent, c'est pourquoi à un moment donné elles prennent et il y a d'autres moments elles prennent pas, quoi. D'ailleurs, dans le livre, on a posé cette question de la classe sociale des fans. Et c'est assez croustillant de se rendre compte qu'on pose un questionnaire à destination des fans intitulé « Vous êtes fan de Mylène Farmer ?» Répondent des cadres qui se disent massivement non fans alors qu'ils répondent à un questionnaire à destination des fans. Alors que d'autres catégories sociales non cadres, ouvriers, employés, professions intermédiaires, disent « Bah oui, je suis fan, puisque je réponds à un questionnaire sur les fans. » Donc il y a forcément un enjeu de classe, alors qu'on connaît par ailleurs, d'autres exemples de la pop culture nous l'ont montré, mais c'était devenu statistiquement probant. Voilà, et c'est ça qui était quand même très intéressant. Là, on le voit, c'est les concerts de Mylène Farmer ce week-end au Stade de France, et puis mardi, on y va avec Marielle. Ce que font les médias, c'est qu'ils vont faire un zoom sur les fans qui campent devant le stade. Et donc, d'emblée, c'est irrationnel, c'est fou. Alors qu'en fait, Marielle me disait, mais ce qu'ils font, ces gens, c'est qu'ils doivent communiquer toute l'année entre eux sur des réseaux. C'est la première fois, ou une des rares fois où ils peuvent se voir. C'est génial. Ils peuvent construire des amitiés, construire des solidarités, vivre quelque chose d'une pratique, le premier rang. Alors c'est aussi l'endroit où on montre des photos à Mylène, où on lance des peluches sur la scène, où on fait les chorégraphies, où les groupes se rassemblent. Il y a de l'entre-soi. Médiatiquement, on va retenir que l'image, bien sûr, des fans enchaînés qui vont rester une semaine devant le Stade de France. Il y en a peut-être 20, 30 dans un Stade de France qui comprend 80 000 personnes. On voit bien que là, on est sur une généralisation qui est abusive. Bref, une caricature. Ok. Ouais. Et puis aussi, ça coûte cher de se déplacer à Paris, ça coûte cher de prendre un hôtel pour une nuit, prendre une place, etc. C'est une manière de faire durer le concert plus longtemps. Quand votre concert il a commencé 2 jours ou 3 jours avant et que vous êtes avec des gens dont vous savez qu'ils sont aussi fans que vous et que vous allez pouvoir partager enfin avec des personnes qui vont vous comprendre, et si vous en parlez pendant 8 heures, qui vont vous suivre, qui vont partager ça. On peut quand même comprendre qu'il n'y a rien d'irrationnel finalement à faire perdurer un moment alors qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra, que c'est toujours très aléatoire, qu'on a toujours l'impression que c'est le dernier concert, qu'il n'y en aura peut-être plus, etc. Je vais essayer de résumer un petit peu ce que vous avez dit. Donc pour vous, les CSP ne peuvent pas être fans. En tout cas, ils ont honte à dire qu'ils sont fans. Alors, les catégories socio-professionnelles Les CSP+. Supérieures, Les CSP+. donc ce qu'on appelle supérieur, c'est un classement. On parle plus ici de salaire que de supériorité intellectuelle et sociale. Ont du mal à dire qu'ils sont fans pour les raisons que vient d'évoquer Marielle. Oui. D'accord. Et être fan, c'est forcément être irrationnel et donc être ridicule. Et c'est contre ce cliché que vous avez voulu chercher enfin le profil
des fans, c'est bien ça? Tout à fait, ouais. Déconstruire une fois de plus. Vous voyez, entre Arnaud qui travaille sur des discriminations, moi sur des stigmates, des fragilités, etc., eh bien finalement, les fans n'échappent pas à ça, et donc c'était l'occasion de mettre notre expertise au chevet de personnes qui sont tout le temps caricaturées. Ouais. Ceci est un extrait de l'émission précédemment, disponible sur toutes les plateformes de streaming audio et sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Merci.